Bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré à la troisième édition du baromètre des publics, des musées et des lieux patrimoniaux, réalisé par l'Institut GES Test et auquel le Club Innovation et Culture CLIC est ravi de s'associer. Ce webinaire présente, comme chaque année, les résultats du baromètre des publics, des musées et lieux de patrimoine en mettant en lumière les grandes tendances et les enseignements de cette étude. Alors, cette étude s'appuie sur un sondage qui a été réalisé en février 2025, en janvier-février 2025, et livre ainsi des données récentes et pertinentes sur les évolutions des comportements des visiteurs et leurs attentes pour 2025. L'étude permet également de connaître l'attitude du public par rapport aux évolutions des expériences muséales, progressivement transformées par les technologies de l'immersion ou de l'IA. Le baromètre est enfin un moyen de réfléchir à la manière d'améliorer les outils et méthodologies permettant aux gestionnaires de lieux de patrimoine d'obtenir une vision précise et actionnable de leur public. J'aimerais remercier nos intervenantes et intervenants de ce matin. Magali Buffet, qui est directrice du pôle public de test GES, qui présentera les résultats du baromètre 2025. Une experte muséale qui réagira à ces résultats. Il s'agit de Marion François, qui est directrice marketing et développement de la Cité de la Mer à Cherbourg. Et je voulais vous préciser qu'Alice Charbonnier du Musée de l'Air et de l'Espace, qui devait être avec nous ce matin, n'a pas pu nous rejoindre. Et enfin, Olivier Alloire, qui est le fondateur de l'Institut GC et qui est aujourd'hui directeur du développement de tests GC, et à qui je vais tout de suite donner la parole. Merci Pierre-Yves, bonjour à tous et merci de participer à cette deuxième restitution de la troisième édition de notre baromètre que je vais détailler là dans les diapos suivantes. Juste pour vous préciser, et la nouveauté aussi depuis quelques mois, c'est la fusion de deux sociétés. Test que vous connaissez peut-être et GC que vous connaissez ici peut-être, deux instituts qui œuvrent depuis plus de 20 ans dans les études culturelles et touristiques. On a décidé de s'associer voilà, pour pouvoir vous proposer des études encore plus sur mesure, sur des problématiques aussi beaucoup plus larges. Euh, pour ceux qui connaissent Test, c'est eux qui ont initié les baromètres des publics, notamment au Louvre et dans des grandes institutions franciliennes depuis 2004. Donc c'est de grands volumes de données, des mises en place de terrain, c'est lourd. Et nous, GC, pour ceux qui nous connaissent aussi, depuis 20 ans, nous réalisons beaucoup d'études également dans le milieu culturel et touristique, pas que, beaucoup aussi dans les lieux de visite, musées, châteaux, monuments, mais également pour des salles de spectacle, des théâtres, beaucoup des festivals et également sur d'autres problématiques. Donc c'était pour nous pertinent de s'associer pour élargir l'équipe et pour vous détailler enfin proposer des méthodologies beaucoup plus complexes. Et le baromètre en fait partie. Est-ce que tu peux passer à la suivante? Donc juste pour préciser, voilà, nous on est une équipe sur la partie publique parce qu'on a aussi d'autres activités d'études dans d'autres secteurs, des méthodologies quantitatives et qualitatives. On a aujourd'hui une équipe de 7 personnes composées de profils sociologie, statistique, économétrie, senior ou junior. Et voilà, on a des méthodologies de passation assez complexes selon vraiment les demandes et les besoins de nos partenaires. Et également des types d'études que vous avez en dessous. Vous pourrez aller voir sur notre site web. On a pas mal de détails. Vous pourrez aller fouiller. Vous pourrez d'ailleurs retrouver aussi tous nos webinaires puisqu'on essaye de transmettre et de pouvoir sensibiliser les acteurs culturels et touristiques à des problématiques d'études, à montrer un peu tous les types d'études qu'on peut mettre en place avec soit seul ou avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est d'études de fréquentation, des études d'impact économique, des études d'image aussi, de notoriété, voire des études préalables ou même de réception. Donc voilà, vous avez quelques références, quelques logos sur différents secteurs culturels, mais vous pourrez aller voir sur notre site web et on communique régulièrement sur pas mal de sujets. Donc le baromètre, le contexte de l'étude, pour rappeler,
Un peu depuis 2016, on mène nous des études, alors qu'avant, qui étaient commanditées par des partenaires sur des études un peu prospectives, sur essayer d'évaluer auprès des Français quel peut être le musée de demain, un lieu de visite demain notamment, également évaluer sur les festivals, enfin, les pratiques culturelles, les évolutions, les attentes des Français sur ce secteur-là. Et le Covid a un peu accéléré les choses. Si vous nous suivez depuis le Covid, on a commencé à, vu que les lieux étaient fermés, on s'ennuyait un petit peu, on a mis en place des enquêtes auprès des Français pour savoir ce qu'ils faisaient déjà lorsque les lieux et les événements étaient pas accessibles, comment ils faisaient comment ils vivaient la culture chez eux. Donc on avait commencé à poser quelques questions sur des panels de Français, avec et également des méthodes qualitatives. On avait fait quelques focus group en ligne. Et on s'est dit, ça avait intéressé, ça avait bien marché. Et on s'est dit, bah, c'est intéressant, il y a un besoin d'études, d'indicateurs. Et on a construit du coup ce baromètre depuis 2022, vraiment de manière beaucoup plus complète. Donc on le construit pas seul, on l'a construit avec des partenaires, notamment des clients avec qui on bosse depuis pas mal d'années pour essayer de réfléchir à leurs problématiques, sur quoi ils se questionnent post-Covid. Également avec des consultants avec qui on travaille sur plutôt des sociétés d'ingénierie culturelle. On les a aussi questionnés sur les problématiques qu'ont leurs clients actuellement. Et voilà, on le construit. Cette année, on avait plus de 100 questions. Donc c'est une initiative individuelle, hein, il n'y a pas de commande. C'est de fournir, nous, un peu des données un peu macro sur les usages et les attentes. On va les détailler par la suite. On ne vous montre pas tout aujourd'hui, puisqu'il faudrait plusieurs heures pour vraiment creuser les sujets. On va essayer de le faire vivre au cours de l'année avec sûrement des temps forts. On est en train de réfléchir aussi comment l'élargir, parce qu'on aimerait bien aussi poser plus de questions et aussi l'élargir à un panel plus large pour creuser sur les publics, sur les non-publics. Donc là, vous le voyez, cette année, on a creusé sur les pratiques culturelles, les motivations et les conditions de visite. Des questions aussi sur le numérique, les outils de médiation et les expériences immersives, et aussi un sujet sur l'IA qui était d'actualité puisque ça arrive aussi dans nos lieux. Donc on a interrogé un panel de 1000 Français représentatifs de la population par panel avec nos partenaires panélistes Bilendi avec qui on travaille sur toutes nos enquêtes auprès des Français. On le présente là aujourd'hui parce qu'il lui aussi fait l'effort hein, sur ce projet-là de nous faire un tarif un peu préférentiel par rapport aux autres études parce que c'est une initiative aussi individuelle. Donc on cherche aussi à ce que ce projet soit intégré dans les études qu'on mène au quotidien. Donc je vais laisser la parole à Magali qui va rentrer dans les résultats de l'étude. N'hésitez pas à poser vos questions au cours de l'étude, on y répondra en même temps et puis d'autres questions seront posées. Voilà, bonne restitution. Bonjour à tous, merci. Alors, comme l'a dit Olivier, c'est une sélection qu'on va vous présenter aujourd'hui de résultats. Le rapport est bien plus complet. À la fin de ce webinaire, justement, on vous proposera un QR code pour télécharger des résultats plus complets et nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Alors, on va commencer par une bonne nouvelle, si on arrive à la slide d'après. Qui sont les Français visitent-ils des sites patrimoniaux ou muséaux, pardon? La réponse est oui, et plus que l'année dernière. Donc, première bonne nouvelle, on en a quand même 56% des Français qui disent avoir parcouru un monument ou un musée, au moins un, dans les 12 derniers mois. L'année dernière, on était à 51%. Donc, une belle progression, sachant que la part de jamais inexorable dans les musées n'a pas évolué par rapport à l'année dernière. Je vais tempérer un tout petit peu cette bonne nouvelle. En moyenne, les visiteurs, c'est 4,3 visites dans l'année. L'année dernière, c'était 4,8. Donc une fréquence un petit peu plus importante, mais qui reste quand même un bel engagement des Français vers la culture et les visites. Si on regarde un peu plus précisément, on a quand même des pratiques qui sont un petit peu différentes entre les monuments, les musées. Les Français se tournent un peu plus souvent vers les visites patrimoniales, donc c'est 49% avec des 2,5 monuments visités dans l'année en moyenne.
Ça s'explique en partie puisqu'on a une étude nationale et les monuments sont quand même présents sur tout le territoire, alors que les musées sont peu plus présents dans les grandes agglomérations, les grandes villes. D'ailleurs, on se rend compte que les visiteurs qui visitent le plus, ce sont d'abord les jeunes, les CSP+, et les habitants de grandes villes. Alors je reviens juste un tout petit peu à la slide d'avant, c'est 36% de visites muséales. Là encore, une bonne nouvelle pour les musées, puisque c'est aussi une belle augmentation par rapport à l'année dernière. On était à 30%, donc 6 points de plus parmi les Français qui ont visité un musée dans l'année. Belle progression aussi au niveau, au niveau des visites muséales. Donc voilà, ces indicateurs-là sont en tout cas très ouverts auprès des visites culturelles. On avait quand même une question de pourquoi il n'y a pas de visite, parce qu'on parle quand même d'un quart des Français qui disent n'avoir visité aucun musée, exposition ou lieu patrimoniaux dans l'année. Donc on leur demandait pourquoi. La première réponse, c'est que ça ne les intéresse pas vraiment. Ça, c'est d'autant plus porté par les hommes, les CSP- et ceux qui ne visitent jamais. La bonne nouvelle, malgré le fait que ce soit le chiffre le plus important, c'est qu'il en baisse. L'année dernière, on était pratiquement à près de la moitié des visiteurs qui ne visitaient aucun musée dans l'année, nous disaient que c'était parce que ça ne les intéressait pas. Un petit point d'alerte au niveau du prix. C'est 29% qui nous disent pour eux, les prix sont un frein à la visite et c'est surtout porté par les jeunes. Alors, on va ponctuer. Oui, on va ponctuer la présentation de cette synthèse du baromètre par des questions à notre experte muséale que j'ai présentée tout à l'heure, à Marion François. Et du coup, je vais lui poser une première question. Magali présentait dans une des slides une augmentation de la proportion de Français visiteurs de musées ou lieux de patrimoine dans les 12 derniers mois, plus 5 points par rapport à 2024. Avez-vous enregistré cette même augmentation de fréquentation dans votre lieu de culture, la Cité de la Mer, en 2024? Et est-ce que votre fréquentation est revenue au chiffre de 2019, Marion? Alors, c'est intéressant parce que je vais vous répondre que en réalité, en 2024, on a fait légèrement en dessous de 2023, qui était une année explosive en fait pour nous. Suite à l'émission de Stéphane Bern qu'on avait gagnée fin 2022 en fait, et on a eu une fréquentation record portée énormément par le visitorat local qui est revenu découvrir le monument et ses atouts. Et en revanche, on est très au-dessus de 2019, très au-dessus de 2022. Donc on reste sur une très belle année, plus portée par une fréquentation des Français et étrangers que des habitants de Normandie où on est situé. Donc un Donc, rééquilibrage. voilà, non, mais en fait, si on avait éliminé le phénomène qu'on considérait que 2023 était un phénomène d'aubaine et d'opportunité pour les visiteurs, clairement, on est sur les tendances qui viennent d'être décrites. Mais voilà, il faut toujours contextualiser. Hein, ça, c'est pas à des experts d'études que je vais l'apprendre, mais évidemment, faut toujours faire attention aux phénomènes qui peuvent se passer localement. J'imagine qu'un site parisien en plein été dernier va pas vous donner les mêmes chiffres qu'un site en région du fait des Jeux Olympiques. Hein, c'est normal. Merci. Et je vous poserai la question pour les premières tendances de 2025, mais je vous la poserai à la fin de la présentation de Magali. Entendu. Alors, on a aussi interrogé les Français sur les visites virtuelles en ligne. Et là, on avait, c'est le troisième baromètre, mais c'est des questions qu'on posait déjà un petit peu avant, sans que ça soit sous forme de baromètre. C'est pour ça qu'on peut avoir un historique qui remonte à 2019. En 2019, il y en avait 7% des Français qui nous disaient avoir fait une visite virtuelle, 20% cette année, donc ça a quasiment triplé. Évidemment, la première marche a été faite au moment du Covid avec les initiatives qui se sont développées, mais surtout, on voit que ça va ensuite un petit peu stagner avant de reconnaître un nouveau rebond cette année. Alors, petite question à la Cité de la Mer. Est-ce que vous avez fait partie de ceux qui se sont lancés dans les visites virtuelles au moment du Covid?
Et est-ce que c'est une pratique ou une expérience que vous offrez encore aujourd'hui à vos publics empêchés ou distants? Donc, quand je dis visite virtuelle en ligne, hein. Oui, alors pendant le Covid, nous, on a mis en place un espace pour les familles et les enfants pour garder le contact avec des activités liées à ce qu'ils ne pouvaient plus faire en atelier à la Cité de la Mer, mais pas véritablement de visite en ligne. En revanche, là, on a lancé un nouveau média lié à notre travail de recherchiste documentaliste à la Cité de la Mer. On a une médiathèque, nous, intégrée, qui permet d'avoir des contenus plus encore que sur le site de visite, sur nos thématiques, hein, qui sont liées au redoutable, le sous-marin militaire, à l'histoire du Titanic, et puis bien entendu à la recherche océanographique sur la partie océanique, et la gare maritime transatlantique qui est notre monument. Mais notre parti pris, ça n'a pas été de faire une visite virtuelle du tout. Ça a vraiment été de proposer un contenu enrichi, en ligne, gratuit, accessible à tous et avec une approche pédagogique, c'est-à-dire pour pouvoir toucher et des curieux pour aller plus loin, mais aussi avoir étoffé notre offre scolaire à distance. Donc, pour faire la visite, il faut venir à Cherbourg. Pour faire la vraie visite, il faut venir à Cherbourg. On a une petite visite virtuelle, mais qui ne propose pas les dispositifs muséographiques, qui montre juste les espaces. C'est pas ce que j'appelle une visite virtuelle par rapport à ce qui a été développé par nos confrères. Si je peux ajouter, moi, juste un point, je me permets d'intervenir sur justement les visites virtuelles. Effectivement, pendant le Covid, là, ça avait beaucoup augmenté. On voyait une stagnation. Si ça réaugmente, mais moi, je voulais souligner, parce qu'on l'avait déjà souligné 2021-22, on avait vu qu'il y avait eu un retour important d'une grosse partie de ceux qui pratiquaient les visites virtuelles in situ. Ils préféraient revenir in situ. Ils trouvent intéressant que cette offre existe, ça prolonge la visite, ça permet de la préparer un peu plus en amont. Par contre, ce qu'on avait constaté, même si c'était pas la majorité, il y avait un public plutôt avec des difficultés d'accessibilité, soit parce qu'ils habitent dans des petites villes ou éloignés justement des lieux culturels ou des événements, ou parce que également les personnes âgées qui ont plus de difficultés certaines à se déplacer. Voilà, ces deux facteurs, on voyait qu'une partie qui fréquentait peu avant le Covid, elle disait, moi, cette offre en ligne m'intéresse. Parce qu'elle me donne accès à du contenu sur lequel je n'aurais pas accès parce que j'ai des difficultés d'accessibilité. Donc ça reste très mineur, mais c'est quand même important à souligner parce que ça permettait de développer finalement les pratiques culturelles sur une partie des publics. Voilà, je voulais le préciser parce qu'on le retrouve. Je vais rebondir sur ça, sur l'inclusion notamment des territoires ruraux ou de tout ce qui est accès, parce que si les gens ne connaissent peut-être pas exactement la géographie de Cherbourg, mais la Cité de la Mer, elle est au bout d'une route nationale. Ce qui est bien, c'est que c'est pas payant, mais ce qui est moins bien, c'est que c'est un petit peu loin des grands axes. On vient à la Cité de la Mer, on peut faire... on a 25% de nos visiteurs dans les enquêtes qu'on fait avec le cabinet GC, justement, qui font plus d'1 heure et demie pour venir nous voir. Et nous, notre parti pris, ça a été justement d'ouvrir, ça commence lundi prochain, une offre hors les murs, c'est-à-dire d'aller dans les territoires ruraux, proposer une offre en bas de chez soi, un petit aperçu de ce que propose la Cité de la Mer. Et un petit dernier point sur les visites virtuelles, juste on a interrogé de façon un peu plus large les Français sur leurs visites virtuelles pour montrer que c'est quand même très clairement inscrit dans leur pratique, puisqu'on les a aussi interrogés autour du spectacle vivant, à la fois en replay ou en direct. Et là, on est à plus de 40% des Français qui disent avoir suivi un spectacle ou un concert en ligne dans l'année. Donc, il y a encore une marge de manœuvre. Ensuite, quelles sont les conditions de visite? Donc là, une des premières questions qui nous intéresse tous, elles sont finalement les vecteurs de notoriété. Comment est-ce que les Français se renseignent pour organiser leur sortie culturelle ou pour découvrir leur sortie culturelle? Le numérique, ça fait déjà plusieurs années, reste la première porte d'entrée pour
pour organiser sa sortie culturelle. On a aussi les Internet et les réseaux sociaux qui sont quasiment à égalité, mais qui n'ont pas la même façon, la même fonction. Si on creuse un petit peu plus autour des sites Internet, on va d'abord se renseigner sur des sites un peu généralistes. D'abord présentant les sorties à faire dans le week-end, dans le mois, dans la saison. Ça va être cette première porte-là d'entrée. Alors que les réseaux sociaux, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ça va être d'abord les réseaux sociaux de proches ou de personnes que l'on suit, de proches, de son entourage. Donc, je vais lier énormément au bouche à oreille qui diminue, mais finalement, c'est plutôt le bouche à oreille physique qui devient numérique. Très clairement, vos publics sont les ambassadeurs et c'est eux qui génèrent les visites de demain de plus en plus, donc à la fois de façon numérique, à la fois en direct. Et puis, n'oublions pas quand même l'affichage qui reste un point important, notamment pour ceux qui visitent régulièrement des sites. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils viennent finalement? Qu'est-ce qui les fait venir? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'apport culturel, les œuvres, vos collections et stimuler leur intellect, ça reste la première raison et la deuxième raison de visite. Ça va être vraiment pour ça qu'ils viennent, ça va être porté par les seniors, les passionnés, ceux qui visitent les musées régulièrement. Mais un des chiffres que je trouve les plus intéressants de cette présentation, c'est ce fameux 51% qui viennent nous dire, qui viennent pour se détendre, se déconnecter. C'est un des chiffres qui a des plus belles progressions. C'était 42% l'année dernière. On voit vraiment maintenant les lieux culturels qui s'inscrivent de plus en plus comme des lieux de vie pour on va se détendre, on va pas uniquement aller chercher à enrichir ses connaissances. Et ça, c'est encore une fois porté par les jeunes. Pardon. Ensuite, alors, avec qui on vient au musée ou dans un site patrimonial? La première, on vient d'abord en couple ou en famille. En couple, ça va être surtout les seniors, les hommes, qui rejoignent finalement cette importance de prescripteur de la femme. Et quand même, 29%, pratiquement un tiers, enfin 3 visiteurs sur 10 viennent avec des enfants régulièrement dans leur visite. D'abord, les CSP+, évidemment, ceux qui ont des enfants au foyer. Et alors que la visite des jeunes, elle est plutôt en famille ou entre amis. Est-ce que je peux juste intervenir là-dessus? Moi, ça aussi, c'est un chiffre qui est intéressant et qu'on avait souligné l'année dernière. Ça fait le lien aussi avec une visite finalement familiale où je viens effectivement pour apprendre des choses, mais je viens aussi pour passer un moment en famille avec mes enfants. Donc cette part avec enfants, elle est quand même intéressante. Alors, selon les lieux et les études qu'on peut mener, bah, il y a des différences. La Cité de la Mer, on peut avoir pas mal d'enfants. Sur d'autres types de musées ou de lieux de visite, on n'a pas la même répartition. Mais c'est intéressant de le savoir parce que sur d'autres pratiques culturelles, on n'a pas autant cette visite avec enfants. On a pu le mesurer puisqu'on avait des questions qui portaient sur les autres sorties culturelles. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que à partir du moment où on prend ce chiffre-là en compte, on réfléchit à nos offres différemment. Donc c'est intéressant selon le public que vous attirez, s'il y a quand même une part avec enfants qui est intéressante, de penser les expositions, les parcours en prenant en compte ce mode de visite. Alors, on leur demandait ensuite quel service est important pour accompagner une visite dans un lieu culturel. Alors, le parking est quand même jugé très important par plus de la moitié des personnes qui étaient au moins une fois dans l'année dans un musée ou dans un monument. C'est quelque chose qui est assez stable. Finalement, tous les ans, il y en a 8 sur 10, un peu plus de 8 sur 10 de visiteurs qui nous disent oui, le parking, l'accès finalement est quelque chose d'important. Ce qu'on retient aussi, et pour rejoindre un petit peu ce côté lieu de vie, lieu de visite, finalement, tout ce qui est bar, café, espace de restauration ou bibliothèque sont des services qui intéressent près de la moitié ou un tiers
des visiteurs qui vont aller chercher finalement voilà, tous ces à côté autour d'un site pour en faire plutôt une cité culturelle que juste ce site de visite. Alors, on interrogeait également les visiteurs sur leur perception de tarifs flexibles et la gratuité. Donc, un des premiers axes sur lesquels on les a interrogés, c'est sur les événements gratuits. Donc, on se rend compte qu'il y a plus de 8 Français sur 10 qui connaissent au moins un événement national organisé par le ministère de la Culture dans la plupart des temps. C'est d'abord les Journées européennes du patrimoine. C'est 63% des Français qui le connaissent, 14% qui ont déjà participé. C'est aussi l'événement qui a le plus beau taux de conversion. Par taux de conversion, j'entends la part de ceux qui l'ont visité par rapport à ceux qui le connaissent. Donc, en gros, il y a 22% des visiteurs qui connaissaient les Journées du patrimoine qui y ont déjà participé. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, le deuxième événement qui a un taux de conversion quasiment identique, c'est les Journées européennes de l'architecture, où on est à 20%. Donc finalement, on se rend compte que la connaissance, c'est quand même un des premiers pas pour la fréquentation, et que c'est d'abord porté par les visiteurs du musée et les grandes villes. Si on fait un petit aparté sur les Nuits Blanches, qui est quand même un événement très francilien, il y a près de la moitié des franciliens qui le connaissent et 12% qui ont déjà participé. Peut-être un point là-dessus sur les événements qu'on étudie, nous, des fois spécifiquement à des lieux, comme les premiers dimanches du mois, même si là, on n'est pas sur un événement porté nationalement. Enfin, ce qu'on rencontre, c'est que finalement, les journées gratuites attirent déjà un public un peu appétant à la visite de musées, de lieux patrimoniaux, de lieux de visite. On est plutôt sur un public opportuniste. C'est pareil sur les premiers dimanches du mois. On voit que c'est une opportunité pour pouvoir aller visiter des lieux en famille ou autres que je n'aurais pas fait depuis un moment. Donc voilà, c'est un public qui va tourner. On n'est pas sur une ouverture d'un nouveau public qui ne fréquenterait pas les lieux, en tout cas très très peu. Donc voilà, c'est à souligner. Et en plus, on sait que ces journées-là sont un peu une visite en mode un peu dégradé parce qu'il y a beaucoup de monde par rapport à une visite où il y a moins de monde et on peut apprécier et profiter des outils de médiation, des visites guidées ou même des collections de manière plus agréable. C'est exactement ça. En fait, on se rend compte qu'on a vraiment des publics qui vont chercher à créer un événement pour se rendre dans un site. Ça peut être via un événement organisé comme les Journées du patrimoine, une opportunité finalement, ou, comme le disait Marion tout à l'heure, finalement, une émission Stéphane Bern qui crée un événement et qui crée une envie. Il y a besoin de ces points de repère pour générer une envie de visite dans ces publics-là. Créer cette opportunité, même si derrière, il se doute bien qu'il y aurait une visite un peu dégradée, comme exactement ce qu'a dit Olivier. Marion, puis-je vous poser une question surprise sur vos activités gratuites, soit premier dimanche du mois, soit les grandes manifestations nationales? Est-ce que pour la Cité de la Mer, c'est un moyen d'aller chercher un public nouveau ou vous accueillez lors de ces journées spéciales votre public traditionnel qui profite de la gratuité du coup? Ah non, on a alors, deux choses sur la gratuité. On a fait une expérience de visite complète de la Cité de la Mer gratuite pour les 10 ans de la Cité de la Mer, c'était en 2012. On a dû fermer les portes au bout d'une heure et demie, je crois. J'étais pas encore arrivée, moi, mais c'est un souvenir traumatisant pour les équipes parce qu'on a été complètement victime du succès. On a atteint la jauge maximum autorisée pour notre fréquentation en tant que RP par la commission de sécurité. Donc on n'a jamais renouvelé cette expérience de proposer gratuitement la visite complète. Il y a 5 heures de visite à la Cité de la Mer, de la Cité de la Mer. En revanche, on participe aux Journées européennes du patrimoine en proposant des visites guidées gratuites du monument, du bâtiment dans lequel on est. On a participé aux Journées européennes de l'architecture en proposant... On allie toujours de la médiation, comme pour la fête de la science, bien sûr, la Cité de la Mer, on ne peut pas s'en passer. On allie toujours de la médiation et une partie de la visite accompagnée avec des séances,
Alors évidemment, c'est plus contraignant. Maintenant, tout le monde le fait, je crois, plus ou moins sur les journées européennes du patrimoine, parce qu'il y a une telle effervescence, une telle fréquentation qu'on est tous obligés de cadrer la gestion des flux dans nos structures. Mais voilà, l'idée, c'est de le faire de façon maligne pour pas proposer la totalité de la visite de la Cité de la Mer à tout le monde, mais de proposer un éclairage avec du sens par rapport à la thématique. Alors chaque année, en plus, ces événements, en tout cas sur la partie européenne, ils ont un éclairage particulier, hein, une sous-thématique qu'on essaye de relier. Alors, cette année, on a de la chance, on a l'anniversaire de l'exposition universelle Art Déco, donc on ne va pas s'ennuyer sur les journées européennes du patrimoine. Et dans ces journées, du coup, vous observez une différence dans la sociologie de votre public ou dans la composition? Oui, enfin, on a moins de touristes, plus de locaux. En fait, on est à la Cité de la Mer, on est à mi-chemin entre un site culturel qu'on revendique, hein, clairement, et un site touristique, puisqu'on a quand même 60% de notre visitorat qui est hors Normandie. Et donc, on exploite les deux volets, on aurait tort de s'en priver. Clairement, aux Journées européennes du patrimoine, on voit les mêmes personnes, beaucoup, qu'à nos soirées gratuites, puisqu'on organise tout au long de l'année des conférences avec des personnes qui s'expriment sur l'océan, sur l'art déco, sur nos thématiques, hein. Et on revoit des publics assez similaires. Donc, globalement, une population à un quart d'heure de route autour de nous qui a un lien affectif fort avec le site et qui apprécie justement qu'on ne propose pas tous les ans la même chose. Merci Marion. Donc maintenant, on interrogeait aussi les Français sur l'intérêt pour les tarifs flexibles. Donc il y a un fort intérêt, hein, qui est marqué, qui est similaire à celui de l'année dernière. Les 3/4 des Français se disent intéressés par les tarifs flexibles, particulièrement les jeunes, vraiment. Et il y en a 69%, donc plus des 2/3 qui seraient prêts à changer leur habitude pour en profiter. Donc il y a vraiment un intérêt qui est très élevé, mais l'adhésion, elle est un petit peu plus faible que l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était quand même 73% qui se déclaraient prêts à changer leur habitude. Donc voilà, ça fait une tendance un petit peu qui peut évoluer sur ces tarifs flexibles, mais voilà, avec un intérêt vraiment très fort pour ces tarifs. Alors Marion, vous disiez à l'instant que vous étiez à la fois un lieu culturel et un lieu de tourisme. C'est surtout dans la partie tourisme que l'on voit, alors pas se déployer de manière très très forte la tarification flexible, mais il y a quelques exemples, par exemple dans des parcs d'attractions. Est-ce que c'est une solution ou une option de tarification ou une forme de tarification que vous avez envisagé de proposer, de proposer donc une tarification soit différente en fonction des horaires, soit différente en fonction de la période à laquelle le visiteur réserve sa visite? Alors c'est un sujet, le yield management, on en parle depuis plusieurs années avec mes collègues en se posant la question. Alors la difficulté, c'est qu'étant un site sous contrat de délégation de services publics avec des grilles tarifaires imposées, je pense qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Bien qu'il y a la liberté d'exprimer son droit des affaires, mais à un moment donné, il y a quand même des règles à respecter. Notre parti pris, ça a été de partir plus sur de la promotion permanente pour de la vente anticipée. Donc, en gros, de dire que quelqu'un qui a acheté 48 son billet à la Cité de la Mer, ça, c'est depuis le 1er janvier. Hein. Il a un tarif préférentiel parce qu'il s'est organisé, parce qu'il s'engage et pour également et booster la vente en ligne. En revanche, sur la basse saison, que c'est globalement ça, hein, sur la partie touristique, Pierre, quand vous le dites. On n'a pas fait ce choix après moult arbitrage entre la contrainte juridique de notre DSP d'un côté et d'un autre côté les incertitudes en termes d'exploitation prévisionnelle, de compte d'exploitation prévisionnelle sur ce sujet. Après, on a rencontré des acteurs de billetterie, il y en a plein qui proposent des solutions. Et moi, je suis convaincue, si j'étais dans
dans un environnement plus libre et moins contraint par des tarifs de DSP, je suis convaincue que c'est une solution très intéressante, surtout pour des expériences à jauge. C'est-à-dire là où à un moment donné, on sait qu'on va faire partir, je ne sais pas, en wagon, peu importe, il y a plein d'expériences culturelles à jauge qui va partir à moitié vide. Nous on n'a pas cette problématique de jauge. Et juste pour avoir une petite idée, quand vous dites depuis le 1er janvier, quand on réserve 48 heures à l'avance, on a une espèce de prix bonus. Ça représente quoi comme différence de tarif? On est sur 1,50 € par personne, sur 21 €. Donc, c'est pas 10%, c'est en dessous, hein, clairement. Mais les premiers résultats, on a commencé à regarder. Bon, on regardera une fois les vacances et le week-end de Pâques passé. Mais les premiers résultats montrent que les gens s'organisent beaucoup plus et qu'on convertit plus nos internautes. Parce que l'idée, c'était ça. C'était de garantir que le meilleur endroit où acheter le meilleur tarif possible, bien que nous ayons des revendeurs qui proposent le même tarif, notamment des offices de tourisme, il soit aussi disponible en ligne sur le site de la Cité de la Mer. Et deux, que compte tenu de la place que prend le numérique dans notre communication aujourd'hui, c'est de dire quand on a quelqu'un sur le site, qu'il arrive sur la page tarifaire, il est conscient que s'il est en train de préparer sa visite, il a une opportunité et qu'on le convertisse plutôt que de le retrouver au guichet derrière. C'est très clair, merci beaucoup. Alors maintenant, on va rentrer enfin dans ces sites de visite et on va leur demander quels outils ils utilisent pour s'informer pendant la visite. Alors, le premier enseignement, c'est qu'il y a 9 visiteurs sur 10 qui utilisent au moins un outil classique. Donc, par classique, on parle de tout ce qui est livret de visite, plan, cartel, texte. Finalement, c'est 13% des visiteurs qui n'utilisent aucun outil de médiation lors de leur visite. La plupart vont s'orienter. On se rend compte on a créé un peu une classification entre les classiques, les numériques et la médiation humaine. Et on se rend compte qu'il y a, alors, quand c'est disponible, il y en a 20% des visiteurs qui vont s'orienter et faire un petit peu un choix de tous les utiliser, tous ces différents types. Le combo le plus classique, on va dire, ça va être justement ces outils classiques et numériques. Ça, c'est un quart des visiteurs qui vont mixer le livret, le plan et peut-être un audio guide ou une application ou un écran tactile. C'est ce qui reste, c'est ce mix le plus important. Et il y en a 37% qui, eux, vont se contenter de ces outils classiques. D'ailleurs, si on détaille un petit peu, alors ça sera dans la version qu'on vous proposera en ligne, les outils de médiation, le top 3, ça reste ces outils classiques. C'est d'abord le texte sur les murs. C'est 79% des visiteurs qui disent qu'ils les utilisent souvent ou toujours à chaque visite. Ensuite, ce sont les cartels et le plan. Voilà, pour l'instant, ce top 3 il reste indéboulonnable sur ces dernières années. À voir comment est-ce qu'il évolue plus tard. Peut-être juste préciser, parmi le numérique, c'est l'audio guide qui est encore, quand il est proposé, qui est largement devant d'autres outils. Nous, sur nos études qu'on a pu mener, dont celle-ci, on voit bien que les personnes préfèrent avoir des outils qu'on leur propose lors d'une visite et ça ne soit pas l'utilisation de leur téléphone. Enfin voilà, on est encore en avance là-dessus. Il y a eu les sorties des applications et on faisait beaucoup de choses avec le smartphone, mais aujourd'hui, les personnes essayent un peu de se déconnecter du smartphone et de l'utiliser plutôt pour prendre des photos et pour partager leurs visites, ce qui permet de faire aussi du bouche à oreille, puisqu'il y a beaucoup de partage sur les réseaux sociaux, on va dire, dans les amis qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux. Donc l'audio guide est encore largement devant. Même sur des applications, ils préfèrent davantage des choses qu'on leur propose que d'utiliser leur smartphone. Il y a un accompagnement, il nécessite un accompagnement important, surtout le visiteur, surtout à toutes les étapes.
Et donc finalement, voilà, avoir un outil à disposition, c'est encore quelque chose qui est important pour eux. La transition était parfaite avec ce que tu as dit, Olivier. Merci pour tout ce qui est outils numériques, justement. Donc la vraie question, c'était est-ce que finalement ils en veulent plus, ils en veulent moins? La majorité, donc 61%, nous disent que ce qui leur va leur convient. Et encore une fois, et là pour une fois, ce sont les seniors qui sont satisfaits de l'offre qui leur est proposée. Les jeunes, eux, sont plus ambivalents. Il y en a une partie qui est significativement plus importante qui en veut davantage et une partie qui en veut moins. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est finalement ce moins numérique qui progresse de façon quand même assez importante. On était à 11% l'année dernière qui voulait moins de numérique. Donc on ressent un petit peu cette mise en retrait des écrans lors d'une visite pour encore, on en a parlé, se privilégier un peu peut-être ce moment de convivialité à plusieurs et justement se couper, avoir un moment de déconnexion, déconnecté du quotidien dans la visite, avec moins de numérique et moins d'écran. Alors, c'est peut-être la slide moi, qui m'a le plus interpellé dans toutes les slides présentées par nos amis de GC. C'est ce chiffre de 61% des personnes interrogées qui trouvent qu'il y en a assez comme ça, ils ne veulent pas plus, ils ne veulent pas moins. Et surtout, comme le disait à l'instant Magali, l'augmentation relativement sensible du nombre de personnes qui voudraient moins de numérique. On parle de plus en plus de sobriété numérique, de demande de déconnexion, d'envie de sortir de ce monde où les écrans sont omniprésents, chez soi, au travail, dans la rue. Est-ce que du côté de la cité, vous avez conscience de cette situation un peu peut-être de saturation par rapport aux offres numériques et aux écrans? Et est-ce que du coup, ça change votre manière de concevoir vos expériences futures ou de faire évoluer votre médiation? Alors, c'est un sujet hyper important, je trouve. D'abord parce que, alors ça, c'est la directrice marketing avant tout qui va parler, mais moi, je suis convaincue, je vais peut-être faire hurler certains confrères, mais que le premier, un des plus gros concurrents de nos sites, c'est les TikTok et compagnie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui passent plus de temps à scroller qu'à se reconnecter les uns aux autres, notamment lors de sorties culturelles. Et justement, il y a un virage numérique qui a été pris qui est riche et qui est précieux dans les sites culturels parce qu'il enrichit l'expérience, mais il faut être vigilant, il faut rester vigilant à ce que ce ne soit pas au détriment de la connexion entre les gens. On a vu tout à l'heure, au tout début de l'enquête, qu'on avait majoritairement, on visitait à plus que un des sites. Je crois qu'il y avait 16% qui visitaient des musées seuls, sachant qu'on était à plus de 100%, puisque chacun peut visiter aussi une fois en couple, une fois en famille, une fois seul, quelque chose dans l'année. Et c'est très important quand on pense du numérique, parce qu'on en pense forcément, parce que ça apporte dans un espace restreint aussi plus de possibilités de raconter quelque chose que ce qu'on pouvait avoir avant avec uniquement des panneaux sur des murs, même si j'ai entendu, Magali, ce que vous avez dit sur le fait que c'était numéro 1, parce que c'est ce qui va baliser à un moment donné l'expérience visiteur. Mais le fait de pouvoir aller plus loin dans un contenu numérique, c'est important aussi. À nous de penser déjà le mix, alors sans faire de la politique sur le mix énergétique, nous, le mix numérique et mécanique et texte, cartel dans notre présentation, et de veiller à ce que l'expérience du visiteur, elle permette un échange, parce que c'est pour ça qu'on va visiter, c'est pour se nourrir, soit se divertir, soit se nourrir intellectuellement. Et petite question, est-ce que du coup, lorsque vous avez une proposition, par exemple, d'expérience, on va parler tout à l'heure de vos nouvelles expériences, est-ce que la place de l'écran, du coup, est-ce que vous posez la question de rajouter ou de ne pas rajouter un écran dans le parcours et peut-être de privilégier d'autres formes d'expérience qui ne passent pas nécessairement par un écran?
Ah oui, oui, complètement. Ok. C'est-à-dire par exemple, l'année dernière, on a ouvert un parcours qui s'appelle Océan sur écoute, qui consiste à découvrir que quand on met les oreilles sous l'eau, dans l'océan, c'est pas le monde du silence. Et dans toute cette partie, on a une partie numérique, on a une partie simplement audio. On va pas faire sans les sons, hein, pour le coup, sur cette expérience-là. On a vraiment, mais on a aussi une partie mécanique. On a le club des bidous. Les bidous, c'est les noms des nouveaux sous-mariniers quand ils embarquent sur un sous-marin. C'est tout un espace d'engrenage, de jeu pour activer à la fin de l'expérience une découverte d'un son. Et, euh, et ce mix entre des outils simplement mécaniques, des décors et un peu de numérique, moi je trouve qu'il fonctionne très bien. En tout cas, les visiteurs le plébiscitent et on n'a pas de remarques à ce sujet. Bien entendu, on parlera tout à l'heure en effet d'une expérience qui est liée au numérique. Il faut l'assumer. Si on décide d'aller dans un qu'on développe, nous, on a un compagnon numérique de visite d'un côté qui est un visio-guide. De l'autre côté, on a un autre projet dont je vais vous parler. Bien entendu, là, on assume qu'on a fait quelque chose de numérique, mais encore une fois, on a pensé à permettre que ça ne coupe pas les visiteurs d'un échange entre eux pendant la visite. Moi, personnellement, j'ai pu être traumatisée dans certaines visites parce que je prends toujours les suppléments, tout ce qui existe, moi. S'il y a de la médiation numérique, s'il y a de la médiation humaine, je prends toujours. C'est une déformation professionnelle. On fait tous ça. C'est Ne vous inquiétez pas, certain. Marion. Mais je peux vraiment mal le vivre si ça ne me permet pas pendant un trop longtemps d'échanger avec les personnes avec qui je suis. Donc, on va revenir tout à l'heure à votre nouvelle expérience immersive. Mathilde? Magali, pardon? Oui, pas de souci. Donc, finalement, ça rejoint plutôt notre slide suivante. On n'a pas répété notre transition, mais on aurait pratiquement pu. Enfin, non, même pas ça. Qui là aussi, effectivement, autant les expériences immersives, il y en a 14% qui ont déjà participé à l'une. Ça augmente vraiment d'année en année. L'année dernière, on était à 9%. Hein, donc, on voit que ça prend une part de plus en plus importante. Mais ça reste encore perçu comme un complément. On cherche à avoir, je reprends vos mots, Marion, à avoir une visite enrichie, finalement. Ce n'est pas du tout un remplacement de la visite complète. C'est vraiment pour aller chercher autre chose. Et attention, ce sont aussi des visites où il y en a autant. Il y a un engouement, autant payer plus cher pour ce parcours immersif. Il y en a plus que 28% qui se déclarent prêts à payer un peu plus. Alors, on sait très bien qu'il y a une histoire de jauge, donc 28%, ça peut être aussi suffisant. Mais voilà, on se rend compte qu'entre le déclaratif de oui, il y a un intérêt, mais attention, il y a un prix à payer, il y a quand même une marche à franchir. Et donc, il faut que l'expérience derrière soit porteuse de ce prix supplémentaire. Alors, on va parler du coup de ces nouvelles expériences immersives. Alors, dans ces expériences immersives, on a englobé toute forme de nouvelles expériences, que ce soit du vidéomapping ou que ce soit de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Il se trouve qu'on en parlait un petit peu, on a fait un peu de teasing. La Cité de la Mer va proposer une nouvelle expérience immersive. Alors, quelle technologie vous avez choisi et en quoi cette expérience sera un complément, un enrichissement à la visite, pour reprendre vos mots de tout à l'heure, hein? Justement, on a choisi une technologie qui est la réalité mixte, donc aucune de celles citées avant. C'est quoi la réalité mixte? Si vous êtes allé au Hangar Y à Meudon, vous l'avez vu dans leur expérience, c'est un casque de VR, encore un, d'accord, mais avec une caméra intégrée, non pas juste pour éviter de percuter les autres visiteurs, parce que ça pourrait être ça, mais parce qu'on est à l'intérieur d'un vrai monument de 18 mètres de hauteur sous plafond. Hein, c'est une cathédrale art déco, hein, la gare maritime. On avait ces 5000 mètres carrés de plein pied qui sont inutilisés 300 jours par an. Hein. Le reste du temps, ils servent à des locations événementielles de grand format. Et on avait envie de partager ce monument art déco assez incroyable. Et l'idée, ça a été de créer un jumeau numérique de cette gare maritime, de recréer
c'était un hall des trains transatlantiques, c'est-à-dire que les passagers prenaient le train transatlantique Paris-New York et c'était leur escale Cherbourg. Ils descendaient du train, sortaient leurs bagages, prenaient des escaliers et suivaient un parcours à travers des boutiques, puis embarquaient sur les grands paquebots, hein, Queen Mary et compagnie. Puisque c'était les compagnies étrangères qui étaient chez nous. Et donc, l'idée, c'était vraiment, et c'est parce que je vous le dis au présent, parce que je l'ai testé, on l'ouvre samedi au grand public, c'est d'avoir à la fois la réalité du lieu aujourd'hui, reconstruit après une expérience compliquée à l'issue du débarquement de Normandie où les nazis ont dynamité en fait le bâtiment qui a été reconstruit, et de pouvoir refaire vivre le monument tel qu'il était avant. Donc il a été construit dans les années 30, donc on a choisi le 14 avril 1937 et on y superpose donc les trains. Donc on a fait toute une documentation pour passer du noir et blanc, on n'avait que des documents en noir et blanc, savoir dans quelle couleur il fallait faire revivre ces trains transatlantiques. Toute une recherche de notre service culturel autour du contexte géopolitique de l'époque pour avoir des personnages avec lesquels on peut suivre des interactions. On peut aussi, si on a un petit peu d'audace, aller dans un train, voir la reconstitution du décor du train et aussi des échanges. Et bon, un jazz band, un crieur de journaux, un bagagiste et le chef de gare qui, lui, est au courant que nous, on est au XXIe siècle et qu'on fait un petit voyage dans le passé avec eux. Et simultanément, notre parti pris, il faut avoir en tête qu'un jour d'été, on monte à 4000 visiteurs. Donc, si on imagine que 20% de nos visiteurs faisaient l'expérience de réalité virtuelle qui est proposée soit en solo, soit en supplément. Alors, le supplément, c'est 9 €. Hein. On est sur un petit supplément pour une expérience de 35 minutes une fois que le casque est chaussé. On a dans l'idée de pouvoir faire vivre simultanément 100 casques à l'intérieur de l'espace. On a 1200 mètres carrés, donc c'est une énorme surface sur de la réalité mixte. Je crois que c'est une première en termes de volume d'espace proposé numérique. Et c'est pareil, donc là, le son, il n'est pas directement dans vos oreilles. Vous avez une immersion sonore, mais vous pouvez échanger avec votre voisin et surtout, vous le voyez à la caméra. Donc, on peut être autour d'un couple de personnages qui est en train de dialoguer avec la personne qui nous accompagne en visite. La seule limite, c'est qu'il faut avoir 8 ans pour utiliser ce genre de technologie. En tout cas, c'est l'âge recommandé. Et petite question, est-ce qu'on est plutôt dans une expérience collective et on est par groupe, par exemple de 4 ou de 6 pour une famille, ou on est, à partir du moment où on chausse le casque, on fait l'expérience de manière individuelle? Eh bien, les deux sont possibles. Alors, en grand groupe, ce ne sera pas possible parce qu'en fait, le son s'active entre guillemets dans le casque au moment où on s'approche des personnages. C'est-à-dire qu'on ne va pas entendre tous les dialogues de tous les passagers sur les trains transatlantiques en même temps et on va passer sur les 3 quais différents successivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le casque démarre, si on démarre en même temps, on a à peu près la même chose au même moment. En revanche, si vous avez quelqu'un qui a commencé 20 minutes après, lui, vous avez un contenu actif sur un quai auquel lui, il n'a pas encore accès au moment du début de la visite. Tout ça pour gérer le flux. En fait, on a à la fois étudié l'histoire et les lieux et tout ce qu'il fallait inclure, mais aussi intégrer la gestion de flux pour que personne ne passe 1h30 dans l'espace, là où on a prévu une expérience de 35 minutes, limitée à 50 minutes d'expérience si quelqu'un prenait son temps. Merci beaucoup de nous avoir annoncé ce projet donc, qui ouvre, qui est proposé à votre public dans les tout prochains jours. Oui. Alors maintenant, on va arriver un petit peu sur la fin de cette présentation. Donc, on a fait un petit focus sur l'IA, puisqu'il y a un développement quand même extrêmement majeur de l'IA partout. Donc, on s'est demandé, est-ce que les visiteurs de musées et monuments seraient favorables à avoir une partie IA dans leur visite. Alors, la première chose qu'on leur a demandé, c'est est-ce qu'ils savaient de quoi il s'agissait. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de la moitié des Français qui nous disaient que oui, ils voyaient précisément de quoi il s'agissait. C'était d'abord les jeunes, les CSP+, les franciliens, alors qu'à leur poser du spectre, on avait les seniors qui font partie des 15% qui sont plus présents dans les 15% qui n'ont jamais entendu parler de l'IA.
voilà, c'est aussi un chiffre qui grandit de façon importante de jour en jour. Si on regarde la slide d'après, on se rend compte qu'il y a quand même 43% des Français qui utilisent l'IA, soit rarement, soit régulièrement, même si l'usage fréquent, on va dire, souvent, il est encore limité. On se rend compte que l'IA, dans la vie de tous les jours ou du professionnel, prend de plus en plus de place. Donc ça, c'était le premier postulat qu'on a voulu faire avec les Français. Et ensuite, on les a interrogés plus précisément sur lors d'une visite culturelle. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on s'est dit sur les visites numériques et immersives. 65% très clairement pensent que l'IA, ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est plus un complément de visite qu'un remplacement. Il y en a même 28%, donc plus d'un quart, qui pensent que ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un lien très fort entre ceux qui utilisent souvent l'IA ou régulièrement voient tout l'intérêt de l'IA pour remplacer ou pour compléter des dispositifs plus traditionnels. Ceux qui ont finalement moins d'appétence, moins d'usage de l'IA, ne se projettent pas encore là-dedans. Donc très clairement, l'IA a un travail à se faire dans la vie de tous les jours avant d'être intégrée finalement au dispositif de visite. Alors, pardon, je te laisse, je m'adéquate. Non, mais alors j'avance un petit peu vite parce que je vois le temps qui passe, j'avoue. Donc, la vraie question, c'était quand même, est-ce qu'il y avait une volonté, une envie d'intégrer l'IA dans les lieux patrimoniaux? On n'a pas de réponse marquée. On en a 41% qui pensent que c'est une opportunité, et là encore, plutôt un enrichissement, un complément d'une expérience de visite. Mais on en a quand même 33% qui pensent que c'est une menace qui pourrait dénaturer l'expérience. Quand on les interroge un peu plus sur les craintes qu'ils peuvent avoir, c'est exactement ce que vous disiez, Marion, c'est la crainte du perte de contact humain avec les médiateurs ou avec leur entourage. Je reparle un peu d'un des chiffres que je vous ai présenté en début de présentation. C'est 51% qui nous disaient qu'ils voulaient vivre l'expérience muséale et culturelle comme une expérience de vie qui venait pour partager, pour rencontrer, pour se déconnecter du quotidien. Donc finalement, voilà, c'est une crainte qu'on n'aille plus dans ce sens-là. Et la deuxième crainte, qui est celle qui a aussi un petit peu porté finalement cette présentation, c'est le coût. Peur que ça coûte trop cher, finalement, que le coût soit trop important par rapport à ça. Donc on voit dans l'étude que l'IA reste un sujet à la fois de questionnement, de curiosité, mais aussi un sujet clivant sur certains de ces aspects. On parle de la relation avec l'humain, de l'écologie. Est-ce que du côté de la Cité de la Mer, vous avez déjà intégré l'IA dans votre relation avec les visiteurs? Et si ce n'est pas déjà le cas, est-ce que vous envisagez de le faire? Pour l'instant, c'est pas la partie relation avec les visiteurs où on envisage d'utiliser l'IA. On a déjà tous nos scénarios. En plus, la visite se complexifie avec beaucoup de à la carte. Donc, on n'est pas parti dans cette direction-là. En revanche, sur des orientations muséographiques, c'est dans le cahier des charges d'une expérience qui ouvrira dans 18 mois dans un marché public lancé par l'agglomération du Cotentin, qui est notre autorité. Et là, l'IA sera utilisée comme outil au service de la production d'une expérience. Ouais, c'est ça. En fait, on est sur un parcours gamifié, sans tout dévoiler. Je laisserai les gens qui ont envie de s'amuser à télécharger les CCTP, regarder de l'expérience qui s'appelle Expédition Océan. Mais on est sur de la génération d'iconographie liée à ce parcours gamifié. Et vous n'avez pas de chatbot? Eh bien non, nous modérons les avis nous-mêmes. Ok. Et on a gardé nos standardistes, on les garde précieusement. Très bien. Hop là. Un petit dernier point sur l'IA quand même, qui est, on leur demandait finalement à quel endroit, à quel moment, quels usages vous verriez de l'IA au moment de vos visites. On se rend compte qu'on n'a pas vraiment d'engouement non plus sur une solution actuellement. C'est plutôt quelques préférences qui s'esquissent.
C'est très clairement une des questions faudra qu'on suive dans le temps pour savoir si justement il y a quelque chose qui devient plus marqué et un usage plus intéressant. C'est vrai que pour l'instant, il y a un intérêt qui semble un peu plus important pour les guides vocaux interactifs qui répondent aux questions spécifiques, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus des esquisses qui devront être mesurées dans le temps et pour voir si justement l'une ou l'autre prend la place une fois que l'usage de l'IA ce sera un petit peu plus avancé. Pour terminer, je vais finir sur une bonne nouvelle parce que c'est toujours important. On leur demandait est-ce qu'ils vont revenir faire de visites l'année prochaine. Alors, ils projettent, la moitié projette le même volume de visites, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque je vous disais qu'ils avaient progressé. Et il y en a même 18% qui disent qu'ils reviendront plus souvent en 2025 qu'en 2024. C'est d'abord ceux qui sont familiers des visites culturelles, les jeunes et les franciliens, puisque toujours encore une fois un accès à la culture peut-être plus important et plus facile. Et si on regarde la dernière slide, très rapidement aussi, promis, je ne vous retiens pas beaucoup plus longtemps, le renouvellement des expositions, c'est ce qui va faire revenir les visiteurs. Le faire découvrir, encore une fois, le lieu à vos proches, toujours cette idée de communauté, de faire une visite ensemble, de créer un moment un petit peu hors du quotidien avec ses proches. Ça reste important. Et n'oublions pas qu'un événement national, c'est quand même cité par un tiers des visiteurs comme quoi quelque chose ce qui les ferait revenir dans les musées. Donc, on sent vraiment, encore une fois, des visiteurs qui sont en attente d'opportunités, d'événements, donc comme une exposition, une visite de proches ou un événement qui va se créer. Merci beaucoup, Magali. Alors, je crois qu'Olivier va devoir nous quitter très, très rapidement pour prendre un train. Mais je voulais poser une question à Marion. Est-ce que vous avez ressenti un regain, pas un regain, mais une augmentation de votre fréquentation sur le premier trimestre, puisqu'on vient on vient de finir le premier trimestre de l'année 2025? Non. Non? Bon, ça va venir. Ça va venir au Non, second. on les attend. Pour l'instant, c'est modéré. Ok, bon, ils vont venir au printemps. C'est pas cata, mais c'est pas foufou. Bon, ils attendaient le printemps et le lancement de votre nouvelle expérience immersive. Ça doit être ça. Olivier, tu voulais faire une petite conclusion? Oui, peut-être pour conclure, à moins qu'il y ait des questions, alors on a essayé d'y répondre, mais on n'a pas eu beaucoup de questions là, pendant la restitution. Si vous en avez, là, on peut continuer à y répondre. Moi, c'était pour vous dire que voilà, on a voulu aborder les principaux sujets de nos baromètres, de ce que j'ai dit en introduction. On va vous envoyer, vous pouvez scanner là le QR code pour pouvoir demander la réception du rapport un peu plus long. Et on verra aussi, parce que on a beaucoup de questions aussi qu'on va traiter, mais qu'on réfléchit, comme je le disais, à comment on peut faire vivre ce baromètre sur des temps forts et peut-être spécifique à une thématique, sur la gratuité, sur la flexibilité des tarifs, sur l'IA, en faisant intervenir des experts et en amenant quelques chiffres et attentes et usages des publics sur ce sujet pour pouvoir approfondir les sujets. Donc là, c'était vraiment vous aborder des éléments clés que vous pouvez reprendre et partager en interne à vos services pour qu'ils aient ces éléments-là dans leur quotidien pour mieux comprendre les pratiques et les attentes des publics. Et puis après, pour ceux qui ont la chance d'avoir une étude de public spécifique, ça fait le lien avec ces indicateurs-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai une question. Je voudrais rajouter, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, c'est une initiative de GC qui prend l'initiative d'élaborer ce questionnaire, de le faire administrer avec son partenaire. Mais c'est aussi une initiative que GC souhaite partager avec les institutions. Donc, si vous allez avoir la possibilité de recevoir la synthèse du baromètre, et si vous avez des suggestions à faire sur la manière d'améliorer ce baromètre, sur des questions qui n'auraient pas encore été posées, que vous aimeriez voir posées, vous n'hésitez pas aussi à être force de proposition en envoyant des commentaires à l'équipe de GC. Et
Du coup, juste une question qui a été posée, c'était l'impact des politiques RSE sur les publics. Sont-ils sensibles à l'engagement éco-responsable? Donc, on ne l'a pas posé, cette thématique-là, dans ce baromètre. On l'a fait sur un autre baromètre, mais c'était plutôt sur les festivals et les lieux de spectacle. Et effectivement, il y avait, c'était l'année dernière, vous pourrez retrouver ce rapport sur notre site dans Actualité et nos webinaires. C'était un sujet qui était important, certes, notamment sur les salles de spectacle et les festivals. Ça devenait un élément de choix, alors qui est resté pas majoritaire, mais ça devenait, ça prend quand même de plus en plus de place sur différents sujets qui étaient listés. Vous pourrez retrouver ces résultats, mais effectivement, les politiques RSE sont de plus en plus scrutées par les publics et en demande aussi de bilan, de transparence sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est peut-être une thématique qu'on pourra approfondir. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours, hein. Nous sommes preneurs, nous, pour approfondir et vous apporter d'autres indicateurs pertinents sur d'autres sujets de votre quotidien. Voilà, donc vous pouvez scanner le QR code si vous voulez recevoir la synthèse. Et du coup, je voudrais maintenant remercier nos intervenantes et intervenants de ce matin. Marion François, donc de la Cité de la Mer. Merci d'avoir partagé vos expériences et de nous avoir donné quelques informations scoop sur vos prochains projets. Et remercier évidemment Magali Buffet et Olivier Alloire de Merci à la vous. formidable Bah, équipe GT. merci à tous, merci d'avoir suivi, et puis merci d'avoir animé aussi. Et merci à Marion. Ouais. Merci. M'a Très donné bonne fin très de envie de journée. retourner à la Cité de la Mer. Oui, moi aussi. Bonne journée, à bientôt. Marion. On vient vous voir. On prend rendez-vous, ça marche?